Voyage en terre inconnue dans les îles du Finistère. Entre l'archipel de Molène et l'île d'Ouessant, une balade au bout du monde où les éléments rythment la vie des populations locales. Un jour de tempête ici, il ne faut jamais passer là. Parce que l'eau vient d'ici, passe par-dessus le pont, c'est un fétu de paille par rapport à la hauteur des vagues. Les vagues sont d'une force inimaginable. Dominique Baot est photographe et chasseur de tempêtes. Pour vous donner une idée de la hauteur des vagues, cette roche que vous avez là, qui doit avoir entre 25 et 30 mètres, j'ai une vague, pendant une tempête, et la crête de la vague arrivait au niveau du sommet de la roche. C'est énorme ici. Janvier 2018. Ce jour-là, Dominique n'est pas le seul à traquer les plus belles images de vagues. Un hélicoptère joue les équilibristes juste au-dessus des déferlantes. Pour Dominique, l'image est saisissante car elle montre une échelle de grandeur, celle d'un hélicoptère face à l'océan. Et des fois, quand c'est déchaîné, c'est vraiment l'enfer. C'est vraiment l'enfer. L'homme face à la mer, c'est le quotidien des habitants de Molène, comme Marie-Pierre. On peut trouver un univers, celui d'aujourd'hui, et on peut trouver un univers qui ressemble un peu à l'enfer. La mer d'Iroise ne fait pas de cadeaux. Avant, il faut imaginer qu'en période de tempête, les vagues traversent l'île. Le rail d'Ouessant est une autoroute pour toutes sortes de navires. En cas de problème, ce sont les Saint-Bernard de la Marine nationale qui leur portent secours. Mais demain, les îles de la mer d'Iroise seront-elles encore habitables? À Molène ou à Ouessant, les populations résistent et s'accrochent à leurs cailloux. Mais ces terres du bout du monde doivent absolument réussir leur transition vers l'énergie renouvelable. À Kéménès, la question ne se pose plus. Amélie et Étienne viennent d'emménager. Ils vont vivre ici 9 ans en autonomie totale. Ça tourne vite, hein? Ah, les batteries là, bah. Notre voyage en mer d'Iroise va nous emmener à Molène, à Banec, à Kéménès, dans l'archipel de Molène, et à Ouessant. C'est notre première étape. Le phare du Créache, la vigie qui marque la frontière entre deux mers, la Manche et l'océan Atlantique. Pour découvrir cette terre au large du Finistère, direction la Maison des Couleurs pour y retrouver Dominique Baot. Protection contre la pluie, le vent et les embruns. Ok, ça, c'est du costaud. C'est à toute épreuve, quoi. De l'étanche aussi. Ce sont des gants en Gore-Tex. Ça évite d'avoir les mains trempées. Paré pour affronter les bourrasques et les embruns. Dominique sait que la journée qui s'annonce est prometteuse. Alors, Minette? Ça va, Minette? Coefficient de marée à plus de 100, vent orienté de nord-est, conditions idéales. Mais avant, il tient à nous emmener dans un coin perdu de l'île. Une île sauvage qui réserve bien des surprises. Vous connaissez l'île par cœur? Oh, tout à fait. À force de se promener sur le bord de côte, à l'intérieur des terres, à la fin, on commence à connaître. Alors, personne ayant le vertige, surtout s'abstenir. Parce que là, vous avez un pic de 60 mètres. Par contre, attention de ne pas glisser sur les... On ne sait jamais que ça. Alors, c'est une vue imprenable. La plus belle vue de l'île. Ah oui, c'est impressionnant là quand même. Hein. Ah oui, très impressionnant.
des goélands marins qui se promènent, vus par-dessus. Là, les vagues qu'on peut avoir ici, ça peut les 15-20 mètres, sinon plus certaines. Les gerbes d'écume qui montent à plus de 80 mètres de hauteur. C'est magnifique, quoi. Vous êtes un chasseur de tempêtes. Chasseur de tempêtes, de paysages. Si vous avez des couleurs, des lumières incroyables. Des fois, c'est des instants très très brefs qui durent 10 secondes, 15 secondes. Des milliers de clichés réalisés un peu partout et en toute saison. Mais pour Dominique, Ouessant offre son meilleur profil l'hiver, lorsque les vagues sont les plus fortes. Ouessant compte 5 phares, tous automatisés. Ce sont des sentinelles, des vigies pour tous les bateaux qui croisent au large. C'est aussi l'un des meilleurs sites pour immortaliser les déferlantes qui viennent s'écraser sur les phares. Le Nividic est le phare situé le plus à l'ouest de la France métropolitaine. Au-delà, c'est l'Amérique. Voilà ce que l'on appelle la maison des tempêtes. Une vue assez jolie sur le Nividic. C'est tellement magnifique à voir, mais très, très dangereux. Surtout ne pas s'approcher. En mars 2017, les vents atteignent des vitesses records, près de 200 km/h. Un an plus tard, en avril 2018, une mère de famille est emportée par une vague. Sur moi, j'ai toujours un objet de sécurité, tout simplement un sifflet. Parce qu'à parler, à s'égosiller, vous arrivez, vous allez faire 2-3 minutes à pouvoir crier sans que les gens puissent vous entendre. Ce qui est beaucoup plus fort qu'un cri, et au moins, si quelqu'un passe dans le coin, d'être secouru. L'hiver, avec un coefficient déjà de 90-100, on peut déjà avoir de beaux effets. Habitué à sortir au pire moment, Dominique sait qu'avec la nature, il faut en permanence rester sur ses gardes. Le tout, c'est pas de se casser la figure quand on a les rochers. Vagues, déferlantes, monstrueuses ou mortelles, Dominique maîtrise le langage et les colères de la mer. Il en connaît le rythme, le battement aléatoire. Il y a des jours de tempête, lorsque vous arrivez ici, premier regard, le phare a disparu. Il est complètement disparu sous l'écume des vagues. Et pourtant, ce phare fait quand même 35 mètres 50. Parce qu'ici, vous avez une série de vagues classiques. Et une fois de temps en temps, vous avez une vague scélérate qui arrive. Celles-ci, elles sont vraiment énormes. Il faut avoir une vague qui va sortir, qui va faire 20-25 mètres et qui va sortir d'on ne sait où, qui va arriver on ne sait où. Elles ne sortent qu'au dernier moment. Et c'est pour ça qu'ici, c'est très dangereux. Encore plus dangereux pour ceux qui s'aventurent chaque jour sur cette mer parfois déchaînée. Cordon ombilical entre terre et mer, le ferry Fromveur 2 fait la navette entre le continent et les îles de Molène et de Ouessant. On a des conditions météo ici en mer d'Iroise qui sont extrêmes. Hein. On a l'impression d'être dans une machine à laver en fait ici. Quand ça découvre pas, quand on a de la mer partout là, sur les sabords, là, pas besoin d'aller sur les manèges ici. C'est le grand 8. Ouais, voilà, ouais, on ramasse pas mal. Ouais. Sur l'eau, l'hiver n'est pas forcément la pire période. La houle, c'est pas grave. Le bateau passera doucement, ça sera pas un problème. Le plus dur, c'est la mer vachement resserrée, vachement hachée, en fait. C'est ça qui casse, en fait, le bateau, et puis c'est beaucoup plus stressant, ouais. Le plus impressionnant aussi. Ouais.
brume, on navigue dans le noir hein, en fait, hein. C'est comme si on avait les yeux fermés. Bon, on a les instruments de navigation quand même qui nous aident énormément dans ces cas-là. Mais c'est une concentration de chaque instant, quoi. On n'a pas droit à l'erreur. D'autant plus que la brume, bah, c'est l'été. L'été, il y a des bateaux, il y a des voiliers, il y a des pêcheurs, il y a de tout. Quand les conditions sont trop extrêmes, le bateau reste à quai. Chaque année, 220 000 passagers quittent le continent pour se rendre à Ouessant ou à Molène. Ce jour-là, les conditions sont telles qu'il est impossible d'approcher le quai de débarquement. C'est avec un autre bateau plus maniable que le transfert des passagers aura lieu. J'essaie de venir par là où je suis, à peu près là, quoi. On a beaucoup moins de capots là. J'ai plus de 6 mètres au fond de la route. Ouais, d'accord. Moi, je vais faire un arrondi là et te faire un peu plus d'abri, quoi. Ah, ok, d'accord. Il y a un peu de jusant encore où t'es là? Ah ouais, il y a du jusant. Ok. Manœuvre délicate. Ça va être compliqué, je crois, aujourd'hui. Il y a des gens comme ça. Le bateau ne pourra pas rentrer tout à fait là, donc il sera obligé de rester un peu plus écarté. Donc, ça va être sportif. Ces hommes ont l'expérience. Ils finissent par trouver un lieu à l'abri. Le débarquement peut avoir lieu. Vas-y, là, tu peux bien. Nous arrivons à Molène. Dans quelques instants, escale de Molène. Le débarquement des passagers pour Molène se fera avec le transborder Tricard. Débarquement pour Molène avec le Tricard. Dans l'année, il est rare que la liaison soit interrompue. Mais quand la météo est plus capricieuse, Molène reste une cible de choix. Surnommée l'île Chauve, elle est à peine au-dessus du niveau de la mer. Ah, c'est pas simple de rentrer chez vous. En ce moment, c'est un peu compliqué, mais C'est en hiver que vous mettez ces protections? ouais. On sait jamais, il vaut mieux. Pour Marie-Pierre, impossible de rester très longtemps en dehors de son caillou, surtout lorsque la mer prévoit un fort coup de vent. Hop, je t'aide. Lourd, Marie. Lourd. C'est bon, c'est bon. Content d'être rentré chez vous? Oui. Toujours ravi. C'est pas très bon là, cette... Non, c'est vrai, j'avoue, mais c'est quand même très utile. Nous avons installé ça en 2014, deuxième inondation. L'eau est arrivée, il y avait 80 cm. On voit encore la trace dehors. Avec des coefficients de marée très forts, l'eau peut monter jusqu'à 7 mètres au-dessus de son niveau le plus bas. Lors de l'hiver 2013, personne n'imaginait vivre près de 2 mois sous tension. Météo France répertorie alors 7 violentes tempêtes consécutives. La première, c'était en 2008. On n'avait pas encore compris que ça allait se reproduire souvent. Le rythme s'accélère. En 2014, quand même, la deuxième fois, la maison a été à nouveau dévastée. Nous avons décidé de refaire la maison avec d'autres matériaux, hein, pour éviter que ça se reproduise. J'ai plus envie de vivre ça. Voilà. Je peux vous montrer des photos. Quelques photos. Là, c'est dans le jardin. Donc, le niveau de l'eau arrivait ici. Ici, c'est devant la maison. Les bateaux sont dans les jardins. Les bateaux étaient rangés plus loin, là, sur le quai. Ils se sont retrouvés amassés. L'amas de bateaux. Mais c'est d'une force inouïe, dans laquelle on est vraiment impuissant. C'est vrai. Avec la montée des eaux de près d'1 mètre d'ici à la fin du siècle, l'île sera encore plus vulnérable. Si la crise de la pêche a provoqué le départ des 3/4 de la population, qu'en sera-t-il demain? Combien d'habitants à Molène? En ce moment, il y a à peu près 120 au creux de l'hiver. Ça va passer à 250 environ à Pâques. L'été, c'est 600,
700. Ouf. Bonjour Marie. Ça va? Ça va, et toi? À l'année, ce sont en majorité les personnes âgées qui séjournent dans l'île, comme Josette Moyon. Ça, c'est le jardin qui était inondé. C'était au-dessus de la table de jardin qui est déjà... Voilà. Ici aussi. Et c'était dans les deux jardins, en fait, jusqu'au troisième. Hein. Lorsqu'il y a de fortes tempêtes, j'y pense à ce qui s'est passé. Et je ne suis pas très rassurée, mais je préfère être là. Il faut que j'affronte j'affronte les choses. Alors, je suis plus rassurée à la limite lorsque je suis sur le caillou. On ne peut pas imaginer l'été quand on la voit limpide, tu vois, transparente. Oui. Un bleu lagon parfois. Oui, voilà. On est aux Caraïbes ici. On a du imagine mal à pas. imaginer qu'elle peut se déchaîner, devenir furieuse et puis... Ouais. Ce jour-là, on se croirait encore ailleurs. Plus de 30 ans qu'il n'avait pas neigé. La veille, il faisait beau, climat changeant d'un jour à l'autre. Mais pour certains, pas de quoi s'inquiéter et de nous rappeler ce dicton qui voit Molène, voit sa peine. Face au coup dur, l'île reste soudée, quoi qu'il arrive. C'est plus calme l'hiver. Bon, y a quand même quelques passages. Il y a les gens de l'île après qui viennent boire un petit coup, qui viennent quelquefois au restaurant aussi. Et puis là nous faisons les repas donc, des personnes âgées, donc qu'on livre à domicile. Il y a une vraie solidarité ici sur l'île. Hein. Si quelqu'un est dans la peine, en général, tout le monde intervient, tout le monde participe. Même si vous détestez votre voisin, Même si on déteste son voisin. vous allez l'aider. En général, on l'aide, oui, c'est vrai. Alors... Pour Marcel, le pire souvenir remonte à l'hiver 2014. Vous en avez connu beaucoup, vous, des tempêtes? Quelques-unes quand même, oui. Et la pire, ça a été laquelle? C'était quand même celle-ci, hein, parce que celle-ci a été très, très dure quand même. Caméraman amateur, ce jour-là, il filme. Oh la vache, tous les poubelles. Ah ben, tout était enlevé, hein. Oh la vache. Oh. Alors, je suis allé parce que je voyais qu'il y avait beaucoup de vagues, c'est vrai. Et puis, ça sautait au-dessus du mur. Ah, c'est là que la vague va venir, là. C'est celle-là qui va être terrible. Avec les galets, j'ai voulu reculer. Et puis, elle m'a déstabilisé. Et là, je suis tombé. La caméra, elle navigue. Et... Marcel sait qu'avec les changements climatiques, les tempêtes à l'avenir risquent d'être plus intenses. Jusque-là, l'île a su faire face. Mais demain, que se passera-t-il? Le maire ne dispose que de faibles moyens. Sur l'île, il n'y a pas de taxe foncière. Quand il y a des vents d'ouest, inquiétude? Oui, bien sûr, mais je ne suis pas le seul. Je ne suis pas le seul à être inquiet, mais en fait, toute la population se mobilise. Tout le monde se prépare, et puis voilà. Mais nos moyens sont dérisoires quand même. La houle, une fois qu'elle rentre, on ne peut pas l'arrêter. Lorsqu'une digue part, vous avez des blocs de granit de 3 tonnes qui sont ronds comme des fûts de paille. Quand il faut remettre tout ça en état, il faut venir des engins de Brest, des pelleteuses, des grues. Enfin bon, il faut faire venir ça du continent. Donc pour faire venir, c'est-à-dire qu'il faut qu'il fasse beau. Donc il faut attendre que la tempête se calme. Voilà. Donc ce sont des interventions qui viennent quelques mois après, on va dire. Les habitants ne payent ni taxe d'habitation. Pourquoi, en fait? Oh là, ça c'est un peu nébuleux. Pourquoi? Personne ne sait exactement, mais enfin tout le monde y tient, sauf le maire, parce que pour faire fonctionner une île sans revenus, sans taxe foncière, taxe professionnelle, non, on ne paie rien. C'est quasiment une zone franche, hein, sauf que bon, c'est pas pour ça que ça vitalise plus le pays. Hein.
c'est Louis XIV qui aurait exonéré les îles de Molène et de Saint. Le roi Soleil considérait que ces territoires étaient déjà accablés par une nature violente. Le pays a toujours été pauvre. Dans les années 70, la flotte de pêche a quasi disparu. Mais Molène reste connue pour être l'île des sauveteurs, une fierté et un héritage transmis de génération en génération. François Tanguy est le président de la SNSM, la Société de sauvetage en mer. Combien de personnes ont été sauvées? Pas loin de 2000 personnes, je pense. Un des patrons donc, du canot à rame, là, Mab de la Rue, il a sauvé à lui tout seul 351 personnes. Vous voyez. Ça a été l'homme le plus décoré de France. Il y a beaucoup de sauvetages qui sont difficiles, mais en général, les sauveteurs en mer ne se rappellent jamais de ce qu'ils ont fait de difficile. C'est quand ils ont un échec, c'est là qu'ils se rappellent. Voilà, ça reste gravé dans leur mémoire. Et votre échec, c'est quoi? Ne pas avoir pu sauver les gens. Le patron donc, du Jean Cam, son fils avait disparu, donc on l'a cherché toute la nuit. Puis au petit matin, on l'a trouvé, il était noyé. J'ai même pas pu sauver mon fils. Voilà, il était abattu complètement, quoi. Pas moins de 265 naufrages autour de l'archipel de Molène. Mais un seul a vraiment marqué l'histoire locale. En juin 1896, le Drummond Castle sombre en 10 minutes. En cause, la brume. Les gens de Molène font tout pour sauver l'équipage anglais, mais seuls 3 marins survivent. La reine Victoria salue le courage des sauveteurs français. Plus tard, ce sont d'autres marins qui vont s'illustrer. Moi, général de Gaulle, j'invite les soldats, les marins, où qu'ils se trouvent actuellement, à se mettre en rapport avec moi. C'est vrai que le 19 juin, ils sont partis avec le canot de sauvetage, le Jean Charcot, avec 20 personnes à bord. Ils ont été les premiers à rejoindre l'Angleterre. Discret, il n'existe qu'une seule photo de cette expédition. Elle montre le bateau en escale aux îles Scilly. On dit toujours que c'est les marins de l'île de Saint qui sont partis les premiers. Ah non, c'est faux. Vous avez constaté par vous-même le 19 et eux, ils sont partis le 21 ou le 22, je crois. Aujourd'hui, les drames en mer sont moins nombreux, mais la surveillance est permanente. Surtout au large de l'archipel de Molène. Le rail d'Ouessant est l'une des routes maritimes les plus fréquentées au monde. Vous avez combien de temps à partir de maintenant là? Alors, on est d'alerte à 1 heure, donc comme on essaie de décoller au plus vite, là j'ai donné au poste une estimée à peu près décollage dans moins de 30 minutes. Et là, la mer est comment? Eh ben, on verra ça sur zone. Au briefing de ce matin, on avait 7 à 8 mètres de creux, donc on verra en direct. Malgré l'urgence, le capitaine de vaisseau, Jimmy, ne veut prendre aucun risque. Il suit le protocole à la lettre. Pour chaque opération, une équipe médicale est embarquée. Ce jour-là, l'appel vient d'un porte-container qui bat pavillon ukrainien. On a toujours une petite appréhension. Maintenant, c'est quelque chose qu'on fait régulièrement avec des gens qui ont l'habitude de le faire. Donc on sait qu'on est en sécurité. Maintenant, on se retrouvait suspendu. Oui, il y a toujours une appréhension, mais on sait qu'on est en sécurité. Ouais. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, les équipages se relaient. Porter secours à des navires ou à des marins fait partie des devoirs de la France et de la Marine nationale. Alors, généralement, ce n'est pas des pêcheurs, parce qu'ils ne sortent pas quand la mer est aussi mauvaise, mais c'est des ferries qui transitent devant la Bretagne. L'accès à bord est compliqué, l'évacuation du blessé est compliquée. Et même une fois qu'on est à bord, pour se déplacer, brancarder les malades, c'est pas simple, parce que même si c'est des bateaux qui font 200-300 mètres de long, dans des météos aussi grosses, ils bougent énormément. C'est des nettoyage dans des conditions de vent et de mer assez poussées. La machine, c'est quand même très performant, donc on peut aller très loin dans ces conditions. Une dizaine de mètres de creux et du vent à 40-60 nœuds.
Aguerri à ce type de mission, le pilote doit placer son appareil à l'arrière du cargo. Mais pas trop près pour éviter tout risque d'accident. Première tentative. Raté. Il faut recommencer. Le pilote repositionne son hélicoptère. Après un rapide diagnostic, le médecin décide de transférer le patient qui ne peut être soigné sur place. On a pris un patient ukrainien qui a priori fait un infarctus du myocarde et on va le transporter sur les urgences de la Cavale Blanche à Brest pour qu'il soit pris en charge par les cardiologues. Fin de mission. L'équipage reste opérationnel pour une prochaine alerte. Sur l'eau, c'est une équipe de scientifiques qui se rend sur l'île de Banek, à moins de 5 km de Ouessant. Il n'y a pas de vent, hein. Débarquer sur une île déserte, là, c'est... C'est un peu ça, Robinson Crusoe. Et c'est un peu le retour à la maison, finalement. Ça fait 2 ans, je crois, qu'on n'est pas venu. Bon, et ben nous voilà à la maison. C'est un abri pour qui, ça, en fait? Le gestionnaire de la réserve. C'est une île qui est classée en réserve naturelle nationale depuis 1992 et elle est interdite d'accès en tout temps, hormis pour les missions scientifiques. Impossible pour le moment de commencer leurs travaux. Il faut attendre que la pluie s'arrête. Jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, ce refuge servait aux goémoniers de la région qui récoltent des algues marines et du goémon pour en faire de l'engrais ou du combustible. Il est 14 h, le travail peut enfin démarrer. Il faut d'abord installer le dispositif qui va permettre de cartographier l'île en 3 dimensions. Pour Serge Chuanès, géomorphologue à l'université de Brest, cette île a le profil idéal pour ses recherches. Pas de maison, pas de voiture. Là, il y a les États-Unis. Au bout de la France. Ok, 54,3. 1,54 m. Alors là, c'est sûr que ce que l'on mesure, c'est lié aux impacts naturels. Il n'y a aucune intervention de l'homme. Donc on est vraiment là dans de la recherche fondamentale. On est sûr qu'aucune intervention humaine ne vient perturber ce qu'on observe. Banek appartient à l'archipel de Molène. Elle fait 11 hectares et mesure 800 mètres de long pour 200 de large. On va essayer de les positionner. Un laboratoire à ciel ouvert. Nous sommes sur la façade occidentale de l'île. Là où les jours de tempêtes océaniques, les vagues peuvent atteindre 18 mètres de haut. De toute façon, dès qu'ils sont sans lichen, c'est que ça a bougé, même le petit là. On essaye d'identifier les blocs qui ont bougé, fraîchement bougé.
Alors c'est assez simple à les repérer parce que les blocs qui n'ont pas bougé sont recouverts de lichen. On en voit là, hein, à côté des laines. Et ces deux-là, là, même ces trois-là, sont tout frais puisqu'on voit bien la couleur du granit, voilà, sans lichen. Donc ils ont été retournés, très certainement déplacés de l'avant de la falaise. Ça, c'est la mer qui les a transportés. Le problème est de savoir comment. Est-ce que les blocs ont été poussés par la nappe d'eau qui franchit le sommet de la falaise, ou est-ce que la vague les a pris et un peu comme un jeu de boules, les a fait sauter et transporter donc jusqu'au rempart. Avant la dernière tempête de 2016, l'équipe d'experts avait installé une caméra pour enregistrer la violence de la houle. Elle n'aura pas résisté plus de 20 secondes aux éléments déchaînés. La queue. Tu m'as dit, je... Allez. L'équipe utilise ici un cerf-volant et un appareil photo pour voir comment les blocs de granit bougent année après année. L'intérêt, on va dire, de ces études sur ces blocs, dont la taille est assez gigantesque, ce sont de très bons indicateurs de la virulence des tempêtes. Vers 2013-2014, le bloc le plus gros qui ait été mobilisé a atteint 42 tonnes. C'est énorme et on a beaucoup plus que ça. En Irlande, c'est des blocs de plusieurs centaines de tonnes qui sont mobilisés chaque hiver. Les nombreuses études qui ont été réalisées donc, sur tout l'ouest de l'Europe, soumis à des tempêtes particulièrement virulentes, montrent aujourd'hui que les vagues de tempête produisent autant d'effets que des vagues de tsunami. Pendant plusieurs années, les chercheurs pensaient que seul un tsunami était capable de faire bouger des blocs de granit aussi énormes. Mais ce sont bien les tempêtes bretonnes qui se déchaînent dans une violence inouïe. Le jour même à Ouessant, nous retrouvons Dominique Bahotte. Le photographe attend le coucher du soleil. L'été dernier, il avait réussi à saisir le rayon vert. Un moment qui ne se produit qu'exceptionnellement. Ces photos font le tour du monde, mais pas seulement. Denis, bonjour. Bien. Ça va, oui. Voilà. Alors, quelques photos, parce que je voulais voir si tu acceptais que je fasse une exposition cet été. Denis Paluel est le maire d'Ouessant. Ah, c'est... Ah oui. Votre île est très photogénique. Hein. Oui, il y a quelques... Comment vous dites, des spots. Quelques spots, ouais. Voilà, ça c'est la photo de Nevidic. Ça c'est le phare de la Jument. On reconnaît les phares au haut de la tourelle. Au haut de la tourelle, oui, tout à fait. 47,70 m le phare. Vous, monsieur le maire, vous voulez maîtriser les éléments pour en faire de l'énergie. Hein. Oula, je serais bien moins prétentieux que ça, mais enfin, les canaliser un peu, voilà. Non, on va pas maîtriser, on sait qu'on peut pas. Mais utiliser au mieux ce que la nature nous donne. Mais on reste tout petit devant tout ça, c'est clair. Surtout ici. Comme les maires de l'île de Sein et de Molène, Denis doit faire de Ouessant une île 100% autonome en énergie renouvelable. Il y a du zèf, hein, comme disent les Bretons. Ouais. Vous avez de l'énergie à revendre ici, hein? On va déjà la consommer nous-mêmes avant de la revendre. Hein. Là, vous allez utiliser quoi comme énergie ici, alors? Le vent, le courant et le soleil. On a fait déjà il y a plusieurs années des opérations d'aide aux gens pour changer leurs appareils de froid et prendre un frigo congélateur de classe A++. Et puis au niveau LED, on a changé tout l'éclairage public. Et on a fait aussi un gros programme de rénovation de l'habitat où donc les gens pouvaient avoir des aides. Ouessant est l'un des derniers territoires français électrifiés. Mais le maire refuse d'être le dernier de la classe. En matière de transition énergétique, c'est un pionnier. Ça va ? Et voir un peu comment vous avez réussi à passer les grands froids inhabituels à Ouessant. On a réussi à passer le pic. Il y avait une consommation... Un hiver très rigoureux, où les turbines ont fonctionné à plein régime.
une consommation de fuel considérable. Ici, produire de l'électricité coûte 5 fois plus cher que sur le continent. L'objectif à terme est de ne plus avoir recours à ces camions-citernes et le plus vite possible. Premier axe, c'est bien sûr la maîtrise de la consommation, puisque l'énergie la moins chère, la plus propre, c'est celle qu'on ne consomme pas. Deuxième axe, c'est l'installation, la mise en place de production renouvelable. Donc là, ça a été fait avec les panneaux solaires, demain avec l'hydrolienne, et puis après avec des éoliennes. Pour produire localement, EDF a mis en place un système de pilotage pour gérer les différentes sources d'énergie. La compagnie dispose également de capacités de stockage pour réguler l'ensemble du mix énergétique. Des projets comme ça nous projette aussi sur l'avenir, parce que voilà, ça dit aussi qu'il y a des gens qui vivent encore ici, qui ont envie de continuer d'y vivre et qui veulent vivre pleinement de tous les progrès technologiques qu'on peut faire. Donc c'est quelque chose d'enthousiasmant, et même au-delà de l'énergie, je pense que c'est un vrai projet de territoire, comme on dit aujourd'hui. L'île sera donc la première à profiter des courants marins pour se chauffer ou s'éclairer. Le maire accompagne ici Jean-François Davio, qui a mis au point l'hydrolienne. Le câble est toujours là. On va passer l'hiver. C'est à travers ce câble en fait, que les électrons d'origine marine sont importés depuis l'hydrolienne, qui se trouve à 2 km grossièrement entre la côte et le phare de Kéréon que vous avez ici. Là. Alors, elle se trouve par 55 mètres de profondeur, il fait nuit noire au fond, et elle rencontre des courants qui peuvent monter jusqu'à 4 mètres secondes à peu près. C'est sans doute le deuxième courant, le deuxième gisement en tout cas de courants marins qu'on rencontre en France, après le rat blanchard. Les premiers tests démarrent en juin 2015, et pour quelques mois seulement. En apparence, le principe est simple. Le courant fait tourner les pales et produit de l'énergie qui est ensuite injectée dans le réseau. Pendant l'expérience, l'hydrolienne fournit 70 MW, soit 5% des besoins de l'île. Avec la nouvelle machine, son concepteur veut aller plus loin. Ce câble-là est dimensionné uniquement pour une machine D10. La machine D10, dans une production normative, on va dire, doit produire à peu près 10% du besoin de l'île. Le Fronver, c'est un potentiel d'environ 500 MW à peu près. C'est l'équivalent du besoin résidentiel du Finistère. Soit plus de 900 000 habitants dans le département. Aujourd'hui, Ouessant veut être un modèle pour toutes les îles du monde. À Lampol, une voix s'élève pour alerter sur les risques potentiels. Ondine Morin est marin-pêcheur et militante écologiste. Bonjour. Alors avec la météo, je ne sais pas si on sera là demain. Alors ça fait 6,50 avec le sac. Et n'hésitez pas à ramener le sac. D'accord. Voilà, ouais, ils sont réutilisables. Hein. Au revoir. Nous, on n'est pas contre des énergies renouvelables, mais une usine de 150 machines sous l'eau, ça nous paraît un peu disproportionné quoi, par rapport à la taille d'Ouessant. Pour l'instant, il n'y en a qu'une ou deux prévues. On verra ce que ça donne. Ce qu'il faut juste, c'est que ça impacte pas trop le milieu marin où l'on pêche. Quoi. Parce que les courants, si on a autant de poissons ici, c'est parce qu'on a des courants. Peut-être pas trop s'amuser à y toucher, parce qu'on est vraiment sur un milieu naturel très préservé. Je sais pas si c'est de bon augure de toucher à ce qui est la base de la vie sous-marine ici. À Brest, ces réserves sont prises en compte. Dans l'atelier où l'on met la dernière main sur l'hydrolienne, les ingénieurs ont pensé à installer des outils qui vont permettre de mesurer l'impact sur l'environnement marin. Là, on a le support avec les caméras donc, qui sera posé sous le rotor de l'hydrolienne. Des caméras comme ceci, avec à chaque fois un projecteur pour pouvoir éclairer parce qu'on ne voit pas toujours clair à 55 mètres de profondeur. Ça permet d'observer le passage des mammifères marins, des poissons, éventuellement des oiseaux plongeurs et l'interaction de ces animaux avec le rotor de l'hydrolienne. On a aussi un hydrophone donc pour observer l'impact acoustique de l'hydrolienne. On a besoin de savoir si ça peut avoir un impact sur l'environnement. On ne va pas aller mettre du jour au lendemain 200 machines comme ça au fond de l'eau sans savoir si ça peut avoir un impact.
un projet à long terme. Mais Ouessant et l'archipel de Molène pourraient bien préfigurer les îles de demain, sans énergie fossile. Sur l'île de Kéménès, la question ne se pose plus. Dans leur voiture électrique, Amélie et Étienne démarrent une nouvelle vie loin de la pollution urbaine. Coupés de tout, ils doivent se débrouiller seuls. Non, ça ira. Ah oui, ça va. Ah, c'est la gadou. Hein. Oula gadou, la gadou, la gadou. Oula gadou, la gadou. Après, je connais pas les paroles. Ta 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 ta. Tu te mets là sur la droite? Ouais. Oh putain, merde. Ouais, je prends ça. Il faudra quand même mettre des écrous là-dedans. Il faut démonter les Tout ça là? Ouais. Vous avez déjà monté une éolienne? Ah non, c'est la première fois. C'est la première fois que je tiens une pale dans ma main d'ailleurs. Vous savez comment faire? Bah... Oui, à peu près. On va tâtonner, mais on va y arriver. Avec un peu de bon sens. Faut déjà être confiant. Parce que quand on a confiance en soi, c'est déjà la base. Donc c'est ça que j'enlève, Étienne. Hein. Ouais. Et les rondelles, oui. Ah, c'est dans le bon sens, bien sûr. Pas à pas, ils construisent leur nouvelle vie. Je vais peut-être rapprocher la boîte là. Un peu grippé, non? Qu'est-ce qui se passe? Ouais, j'ai oublié des rondelles. Faire et défaire. En fait, vous apprenez tout sur le tas. Ouais. Enfin, tout. Certaines choses. Tiens, tu peux maintenant. Vous organisez votre temps comme vous le voulez. Enfin, comme la météo et les marées aussi nous l'imposent, mais au final, c'est assez bien comme rythme. En fait, on a un petit peu de mal quand même à se dire que c'est notre travail. C'est un peu étrange. C'est-à-dire? Ben... Tu mets les comptes? Il n'y a pas de contraintes. Bah si, il y en a pas mal. Bah il y en a, mais tu les vis pas. Tu les vis pas de la même façon que quand tu prends ta voiture pour aller travailler. Tu te réveilles le matin, vite. C'est pas qu'un changement de métier, c'est un changement de vie aussi complet. Donc c'est aussi ne serait-ce, enfin c'est le matin quand tu te lèves, tu vois la mer d'un côté, de l'autre. T'as vraiment la nature qui t'entoure et t'es tout seul aussi. T'as pas la voiture du voisin qui passe. C'est différent. Ici, pas un arbre à l'horizon, un comble pour ces nouveaux locataires, ingénieurs spécialisés dans les constructions en bois. C'est ça le partage des tâches? Mais tu veux pas la monter un peu aussi? Pourquoi ça paraît si simple avec toi? Si tu veux, je refais un peu. Hein. Ah, en plus, j'aime bien quand il est en haut. Ah oui, là, c'est vachement plus simple. J'ai fait plus dur, je suis sûre. Regarde la vitesse à laquelle elle monte. Est-ce que tu as un casque pour quand on la met en route? Waouh! C'est pas mal, hein? Ouais. Ouais. Tu prennes le franc. Tiens, regarde. Attention tes doigts. Oh là là! Ah, super. Ah ouais, quand même. Étienne, t'es sûr qu'il faut pas freiner un peu? Non? Non. Ça tourne vite, hein?
Ah, c'est cool. Je suis contente. Comme ça, même quand la luminosité et la lumière ne seront pas là, on aura de l'électricité. Il y a des gens qui disent ah, vous êtes courageux et tout, mais franchement, c'est pas grand-chose par rapport à aux conditions dans lesquelles ont vécu les gens qui étaient là avant. Parce que voilà, il y a de la vie sur Quéménez depuis des centaines, des milliers d'années. Et pour le coup, il y a quand même un confort là qui est arrivé. Amélie et Étienne sont les seuls habitants de cette île. Aujourd'hui, ils apprennent à devenir paysans. Les échalotes et les plants d'oignons qui ont été mis par une belle soirée printanière. Les échalotes, c'est là. Ah, regarde là. Ah oui, ça y est. Ça... Il y a du vert. Là aussi. Ah ouais. Vous allez faire quoi comme autre culture? Des pommes de terre. Des pommes de terre, le légume star de l'île de Quéménez. On va poursuivre cette culture-là en plantant plusieurs variétés pour voir lesquelles se prêtent le mieux au milieu sur l'île de Quéménez. On est en agriculture bio. Le cahier des charges établi avec le Conservatoire du littoral demande à ce qu'on n'ait pas de traitement en fait, de mis en place sur l'île. Donc tout ce qu'on peut apporter seulement à la terre, ce sont en fait des algues, du goémon, des algues d'épave qui viennent s'échouer sur la plage, qu'on peut donc mettre pour venir amender le sol après les cultures. Une expérience permise grâce au Conservatoire du littoral, propriétaire des lieux depuis 2003. Le couple dispose de 26 hectares et de 11 bâtiments. Pour vivre à l'année, ils vont installer un gîte pour recevoir des hôtes en quête de nature et de vie plus saine. Je pense que c'est bon. Ouais. Alors pour le moment, on a encore recours au carburant pour Jojo, pour l'autre tracteur, pour le bateau. Mais notre projet, c'est de réussir à faire venir sur l'île un tracteur électrique pour nous permettre de pouvoir travailler plus proprement et puis contribuer aussi au développement d'une agriculture plus propre et une agriculture aussi qui soit respectueuse de la biodiversité parce que pour le coup, lorsque l'on travaille dans les champs, c'est la période durant laquelle il y a les oiseaux également qui nidifient sur l'île. Et donc avoir un tracteur qui ne fasse pas de bruit, ce serait vraiment, vraiment top. Le couple de trentenaires déborde d'idées et d'envies. Mais dans cet environnement exceptionnel, sa priorité reste l'entretien de cette île, si loin de la civilisation, et pourtant. Tu prendras le filet, Étienne. Hein? Made in Korea. Parfum citron. Quand on peut, on nettoie la mer, quoi. Avec ce que la marée ramène, on l'enlève, comme ça repart pas non plus avec la suivante. Et puis on stocke tout ça, et une fois par an, il y a une barge qui est dépêchée par le parc naturel marin d'Iroise pour venir récupérer sur les îles de l'archipel les déchets qui ont été récupérés pendant l'année. C'est une vie rêvée? Je peux pas dire que je l'avais rêvé avant, moi, mais en tous les cas, c'est une qualité de vie vraiment
exceptionnel, je pense. Là, tu vas vivre sur une île où il y a des oiseaux, des bâtiments, des moutons, et puis la nature, la mer, et toi et Étienne, point. Ouais. Pourquoi pas? À un quart d'heure seulement de l'île de Molène, si près et si loin de tout, car leur ennemi, c'est la solitude et les tempêtes hivernales. Parce que si on arrive à passer cette première saison, à en sortir toujours à deux, pour le coup, à mon avis, on peut vivre d'autres aventures ensemble. Ou à 3. À 3, voire 4 peut-être, effectivement. Comme les anciens locataires. Ils étaient 2, ils ont fini à 4. C'est ça, ouais. La famille s'est agrandie. Le soir de la Saint-Sylvestre 2016, ils s'étaient promis de changer de vie. Ils ont désormais 9 ans pour réaliser leurs rêves.